Bonsoir, Lunel Hebdo reçoit ce soir une invitée assez spéciale, une personne qui a réalisé un exploit. Oui, un exploit, j'ai bien dit. C'est une personne qui a osé et qui a réussi à remplir ses ambitions, traverser la Manche à la nage. On se dit, mais comment est-ce possible? Quelle idée vous a traversé l'esprit pour réaliser ce genre d'exploit? Quelle idée? Oui. Bonsoir. Alors, quelle idée? À la base, c'était parti sur une blague que j'avais faite le 1er avril 2020. On était confinés et j'avais fait croire sur Facebook que j'allais traverser la Manche à la nage en tractant Yann, un jeune homme polyhandicapé, dans un bateau pneumatique. Et en fait, beaucoup de gens m'ont cru, me connaissant. Et donc après, j'ai quand même informé tout le monde que c'était une blague. Et un copain, Jacques Tuzet, qui est précurseur en natation en eau vive en France, m'a envoyé un texto, il m'a dit « chiche ». C'est comme ça que cette idée est née à la base, et notamment sur ma première Parce que vous avez des prédispositions, je veux dire, en natation, c'est pas une blague que vous faites comme ça, c'était un petit peu orienté, on va dire, non? J'étais nageuse, mais sur 50 mètres nage libre, donc rien à voir en fait. C'était vraiment une blague. À la base, il n'y avait pas d'arrière-pensée derrière, ça n'a jamais été un rêve, ça n'a jamais été un projet en fait. C'était vraiment une boutade sortie comme ça. Et qu'est-ce qui se passe après le chiche? Y a un petit truc qui s'ancre dans la tête. Et on se dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Et je côtoyais des nageurs qui préparaient la traversée de la Manche à cette période. Et c'est venu comme ça, en fait. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Oui, mais là, il faut une préparation spécifique. Ouais, alors, sur ma première tentative, parce que j'avais échoué en 2022, au bout de 6h26, j'avais pas été aussi bien préparée que cette année, là, le 11 juillet dernier. Là, pour cette préparation, je me suis entourée d'un préparateur physique et mon entraîneur dans toute ma programmation physique, d'un préparateur mental, Luc Gégère, qui a habité à Lunel pendant longtemps, qui a créé une méthode qui s'appelle NERTI, qui est sophrologue. Et puis autour, voilà, j'avais vraiment fait attention à toutes les personnes qui allaient être sur mon bateau. J'avais structuré mon organisation professionnelle, mon nombre d'heures de sommeil, ce que je mangeais, comment j'organisais mes journées. Enfin voilà, tout était vraiment calibré, quoi. D'accord. Alors, comment on prépare ce genre d'exploit? Alors déjà, on vit pendant moi, je me suis préparée pendant 9 mois. Donc pendant 9 mois, on vit en ermite. On n'a plus de vie sociale. Et ce que je disais à l'instant, voilà, on organise les choses en fonction de ce défi. Donc moi, j'organisais mes journées de travail parce que j'ai la chance de pouvoir le faire en fonction de mes créneaux d'entraînement. Et je calais sur ma semaine l'ensemble de mes créneaux d'entraînement en préparation physique et j'articulais tout le reste autour. Et pareil avec ma préparation mentale. Donc en gros, une préparation pour la Manche, en 9 mois, j'ai nagé 800 km. Ah oui. Et ça veut dire que tous les jours, on nage Non, moi je nageais pas tous les jours. Les jeunes peuvent faire ça. Moi, 45 ans, c'est mort. Sinon, je finis pas la semaine. Oui. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me mettais des grosses périodes de récup. Donc 2-3 jours de récupération où je faisais rien. Et après, je faisais des gros blocs où j'allais nager tous les jours, par exemple, pendant 4 jours. Et si je devais nager 30 km sur mes 4 jours, je m'organisais pour faire l'ensemble des kilomètres. D'accord. Donc, on veut traverser la Manche, donc on y va, on le fait, et c'est comme ça que ça se passe? Non, il faut demander des autorisations, j'imagine. Ouais, les traversées de la Manche, en fait, c'est régi par 2 associations anglaises, même 3 maintenant. Ça se fait pas du côté français, en fait. Ça se fait que du côté Angleterre-France. Si on fait un aller, si on se fait un aller-retour, forcément, on peut repartir. On peut pas partir de France? Non, c'est interdit. Ah, c'est pas la même eau? C'est la même eau, mais légalement, en fait, on ne peut pas partir des côtes françaises. Les gardes-côtes ne l'autorisent pas. Officiellement, je ne me rappelle plus de la raison exacte, mais officieusement, on sait que c'est par rapport aux problématiques des migrants. Donc, hop, on file là-bas. Ouais, on part d'Angleterre. Donc, en fait, il faut 2 à 3 ans pour avoir un créneau. Moi, j'avais la chance que mon entraîneur en avait déjà un, donc il me l'a redonné. Quand vous parlez de créneau, ça veut dire qu'il y a une telle demande ou... Il y a beaucoup de nageurs de par le monde qui veulent tenter la Manche. Alors après, le temps où c'est possible de le faire est assez réduit. Ça va se faire du mois de juin, on va dire, au mois d'octobre. Mmh. Et sur ces fenêtres, donc du mois de juin au mois d'octobre, les pilotes, donc on contacte une des 2 associations qui nous met en lien avec sa flotte de pilotes qu'on choisit. Alors les pilotes, c'est des pêcheurs qui font ça l'été, qui font leur business. Alors quand vous parlez des pilotes, quelle est leur fonction? Le pilote, en fait, c'est un pêcheur anglais. Eux, ils sont chargés de nous dire sur ce créneau, donc par exemple d'une semaine, nous dire voilà, c'est aujourd'hui qu'on part. Et eux, ils calculent par rapport à la vitesse de nage, par rapport au courant, par rapport aux marées, par rapport au vent, le moment où il faut partir. Et c'est eux, en fait, qui nous donnent la trajectoire. Donc en fait, ils se calent sur notre vitesse de nage.
et eux prennent la trajectoire et ils Ça arrivent veut dire qu'ils vous accompagnent? Ah oui, il y a un bateau en sécu à côté. D'accord, Ouais, très bien. sur le bateau, il y a pilote, copilote, juge Ouais. et mon équipe. Alors les juges, c'est important parce qu'actuellement, il y a plein de personnes qui se lancent dans enfin, qui sont très forts médiatiquement, qui communiquent sur des défis de plus en plus dingues. Mais en fait, on sait qu'il n'y a pas de juge sur le bateau et qu'en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc, ils disent que voilà, j'ai fait une traversée à la nage de dingue, mais il n'y a aucun juge qui peut attester vraiment de ce qu'ils ont fait. Alors, quand vous parlez de juge, un juge, il est censé faire quoi? En fait, il assure notre sécu. C'est-à-dire qu'il contrôle tout. Par exemple, moi, les juges ont marqué, mais toutes les demi-heures, voire même des fois toutes les 10 minutes, tout ce que je fais, tout ce que je mange, tout ce que je dis, tout ce qui se passe dans l'environnement, quand je traversais des bancs de méduses, quand j'ai vomi, quand je demandais quelque chose à manger en particulier, si à un moment donné on m'a donné un Doliprane, il le marque. Et ils ont une fonction de surveillance. Ils surveillent tout, ils regardent si on n'est pas en hypothermie, ils regardent si les jambes ne coulent pas, ils regardent si ils comptent nos mouvements de bras. Donc si on passe en dessous, ils voient qu'on commence à diminuer la cadence de bras, ça peut vouloir dire quelque chose qui ne va pas et qu'il faut nous sortir de l'eau. Et puis aussi, ils contrôlent qu'on ne touche pas le bateau, parce que si on touche le bateau, on peut nous faire remonter. Ils contrôlent qu'on ne s'accroche pas au filin de ravitaillement ou à la perche si c'est une perche, parce qu'on n'a pas le droit d'aide en fait. Donc ils ont un œil vraiment À aucun attentif. moment vous montez sur le bateau, vous vous accrochez, on n'a pas le droit. vous restez dans l'eau en permanence. C'est ça. Et donc, ça vous sécurise quelque part, cette présence? Ils veillent quand même à que tout se passe bien, y compris votre physique, votre forme. Sans eux, on ne peut pas en fait le faire. C'est-à-dire que les pilotes, ce sont des experts de la Manche. Donc, si tu pars avec un pilote, tu as confiance en lui, même si tu ne le connais pas, même si il parle anglais. Mais tu sais qu'il fera en sorte de t'amener à bon port, enfin, en tout cas dans la mesure du possible. Ils vont te dire quand tu dois partir, c'est pas toi qui décides. Donc, s'ils t'appellent et qu'ils te disent demain on part à minuit, tu pars à minuit. Ça, c'est important que vous le disiez, parce que pour le commun des mortels, vous traversez la Manche, et ben hop, vous allez dans l'eau, vous nagez, vous arrivez, c'est fini. Hein. Non, c'est trop dangereux entre tout le trafic. On se rend pas compte. maritime. Oui, alors on va en parler de la traversée. Hein. Mais donc, votre équipe d'encadrement est sur le bateau aussi? Ouais, j'avais mon préparateur physique, donc Nino, Morgane qui était là déjà sur ma première tentative et qui elle aussi avait une petite revanche à prendre. J'avais Michel qui est une nageuse anglaise qui avait déjà fait la traversée de la Manche elle aussi. Et puis Frédéric qui a une association qui partage les mêmes valeurs que moi au niveau du handicap, de l'écologie, etc. Et qui avait lui aussi tenté la Manche en 2022 et qui avait échoué. Donc voilà, j'avais ces 4 personnes de mon équipe. Il y avait en plus de juges anglais et pilote et copilote. D'accord. Donc ça, c'est un bateau? Ça, c'est le bateau. D'accord. Ouais. On arrive au vif du sujet. C'est-à-dire On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? La traversée, ça se passe comment? Vos appréhensions, vos inquiétudes? Pas d'appréhension parce qu'en fait, Luc Gégère, là, mon préparateur mental, il a fait une prépa de dingue. C'est-à-dire que dès que pendant la préparation, il y avait un élément, une aspérité qui venait perturber quelque chose, il la faisait sauter. Soit avec la méthode NERTI, soit avec de la sophrologie. L'idée, c'était que j'arrive la plus sereine et la plus forte possible. Ça, c'est votre préparation physique et mentale. Mentale. Après, moi, je parle des éléments qui peuvent intervenir lors de la traversée. Mais en fait, c'est le sujet aussi. Comment réagir, c'est ça? C'est-à-dire peu importe ce qui se passait, je continuais d'avancer. Donc, quand je suis arrivée, forcément, on a un petit coup de stress qui monte, mais j'étais très sereine en fait, parce que je savais que j'étais prête physiquement, je savais que j'étais prête mentalement, et surtout que j'avais une super équipe. Donc, j'avais pas d'appréhension particulière en fait. C'est sûr, tu sais que tu t'embrinques dans un truc que tu as. Voilà, mais c'était très, très apaisé en fait. J'étais pas en mode angoisse. Vous aviez étudié tous les cas de figure, bah oui. plus ou moins, on va dire. Mais... Il y a eu des choses auxquelles je n'avais pas pensé, mais en tout cas, d'ailleurs, mon pote Fred se moquait de moi parce qu'il me disait mais j'ai jamais vu quelqu'un préparer ça autant. C'est-à-dire que tout était carré, tous mes ravitaillements, ce que mon équipe allait me donner, tout était cadré dans des caisses, tout est étiqueté pour qu'ils sachent où et quoi, etc. Ouais. Enfin, rien n'était laissé. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de choses possibles qui soient laissées au hasard. C'est ça. Alors concrètement, ça se passe comment? Donc, on entame cette traversée. Alors, il y a un itinéraire, il y a Alors, le point le plus court, on part de Douvres, en Angleterre, et on arrive au Cap Griné. C'est sur la côte, entre Calais et Boulogne. Donc en ligne droite, ça fait 34 km.
Et donc, quand le pilote nous appelle, donc la veille, il va me dire, bon bah voilà, est-ce que c'est OK pour toi? Moi, pour le coup, je partais le 10 juillet. Est-ce que c'est OK pour toi? Le 10 juillet, on part à 6h30. Bon bah tu dis oui ou non. Si la météo n'a pas été bonne, ce coup-ci, j'aurais dit non. En tout cas, là, on avait des conditions... C'était la fenêtre de tir? Ouais, en fait, moi, c'était sur ma semaine. En fait, on a un créneau d'une semaine. Il cale plusieurs nageurs. On part chacun notre tour. Et il faut qu'on ait de la chance d'avoir des bonnes conditions météo sur cette fenêtre parce que potentiellement, on peut ne pas partir. Moi, j'ai eu la chance qu'il m'ait proposé un créneau un jour avant ma fenêtre et avec des conditions météo juste ultra favorables. Alors, j'avais un très, très gros coeffe de marée. J'avais 80 de coefficient de marée. Donc, je savais que je n'aurais pas nagé droit. Parce que la marée, je ne sais pas si tu vois ce que c'est avec... C'est ça fluctue. Mais j'allais vous dire, mais alors comment justement on est guidé? Parce que quels sont les repères? Alors, dans l'eau, tu n'as aucun repère à part le bateau. Donc en fait, le pilote m'a demandé quelle était ma vitesse de nage. Donc je lui ai donné ma vitesse de nage, que je savais capable de nager durant toute la traversée. Et donc lui, il se cale à ma vitesse de nage, et ensuite, il prend le cap, mais il est déporté par les courants, et du fait du marnage qui est dû au marée. Donc plus le marnage est important, plus le courant est important, et plus on fait des... Voilà, moi j'ai fait un W quand j'ai pas du tout nagé droit. Donc ça devient plus la distance la plus courte? Ah non, moi j'ai nagé 60 bornes. C'est ça. Je suis partie à gauche, je suis redescendue, je suis remontée dans ma... Et ça, vous en avez conscience? Non, en fait, quand je suis partie de l'Angleterre, je me suis rendu compte que on galérait à s'extraire des côtes, mais j'essayais de pas regarder, parce qu'en fait, les falaises au niveau de Douvres, elles sont immenses, elles sont toutes blanches, on les voit très longtemps en fait pendant la traversée. Et donc j'essayais de pas me centrer sur ces falaises, parce que sinon, tu dis ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'avance pas quoi. Et on a plein qui abandonnent là. Et donc en vrai, quand tu es en mer, quoi. Tu regardes que le bateau, tu vois les méduses. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux pas y penser. Avoir conscience, parce que je veux dire, si vous dites ça me fait 3 fois plus long que le parcours initial, je m'en sortirais pas quoi. En fait, en prépa mentale, on peut pas penser comme ça. Nous, par exemple, sur ce que j'avais travaillé, c'est qu'à aucun moment je devais avoir des pensées parasites qui arrivaient. Sinon, tu as 12 milliards de raisons de sortir sans arrêt. C'est comme le petit ange et le petit diable là, et le petit diable qui va te dire tout le temps c'est bon, qu'est-ce que tu fais dans la manche, sors quoi, au chaud. Alors que là, en fait, j'étais dans ma bulle quoi. Par contre, j'ai été malade les 9 premières heures. Parce que j'avançais dans un sens, j'avais des millions de phytoplancton qui avançaient dans l'autre et qui étaient photoluminescents avec le soleil. Donc ça faisait un espèce de truc stroboscopique. Ébloui peut-être, non? Je n'étais pas ébloui, mais en fait ça faisait plein de petits points, mais qui allaient dans l'autre sens. Donc en fait ça faisait tourner la tête, j'avais la houle qui était parallèle et le courant qui était transversal. Et en fait c'était un chaos sensoriel, quoi. Je sentais par moments que j'avais les yeux qui partaient en arrière, je me dis je vais partir en inconscience. Mais on avait travaillé avec mon préparateur mental, donc en fait, je sentais que cette partie de mon corps n'allait pas bien. Dès que je montais au ravito, j'ai vomi 3 fois et je sentais que j'étais à 2 doigts de partir vraiment en malaise, quoi. Mais il y avait cette partie qui n'était pas bien. D'un autre côté, j'avais mon corps qui continuait, mes bras, mes jambes qui continuaient d'avancer. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de problème. Et ma tête, il y avait même pas. J'avais une détermination telle que c'est ok, tu vomis, tu es malade, mais tu continues d'avancer, quoi. Donc il avait réussi, lui, qui a vraiment à faire un boulot fantastique parce qu'on a créé des ancrages comme quoi qu'il arrive, c'est pas grave, en fait, tu continues d'avancer, quoi. Et on découvre que le corps, il est capable de. Là, vous me parliez de 9 heures déjà? Ouais, pendant 9 heures, j'ai vomi. J'ai été malade. D'accord. Et ça a duré combien de temps la traversée? 18h24. Donc la moitié du temps, vous vomissiez, quoi. Ouais. Au bout de 9 heures, en fait, quand j'ai arrêté de vomir... Et comment vous l'expliquez, ce vomissement? Parce que c'est comme si tu fais un grand 8, en fait. C'est le vertige. Tu fais... ouais, c'est... en fait, entre ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu perçois... il y a un décalage et donc du coup tu fais des malaises. C'est ça, ce sont les conditions, c'est pas tant l'alimentation ou je sais pas. À un moment donné, il y a eu l'alimentation qui est rentrée en jeu parce que du coup j'ai la tête qui tournait, ce qu'on m'a donné, je l'ai pas gardé, mais c'est surtout en fait comme si vous faites des montagnes russes pendant X temps quoi, ça, et vous descendez et là vous dites l'alimentation. Alors comment on peut imaginer se faire ravitailler en mer à partir du moment où vous pouvez pas venir sur le bateau? Ouais, en fait, je m'arrêtais toutes les 30 minutes, environ 40 secondes pour manger. Et donc, je buvais toutes les demi-heures et je mangeais toutes les heures. Et donc, j'avais un boot qu'avait mon équipe, donc avec un rouleau. Et au bout de ce boot, donc, on avait enroulé mon bidon. Et j'avais mis des mousquetons et j'avais percé toutes mes compotes, tous mes gels avec des colliers Serflex qui étaient accrochés à ce mousqueton. Et donc, quand c'était le moment du ravito, on sifflait, hop, on me balançait à manger. Je me dépêchais de boire et de manger et je repartais. Alors donc, vous mangiez liquide?
Je mangeais, alors je buvais du thé tiède surtout. Et après, ce que je mangeais, c'était des compotes ou des purées. C'était rapide, hop, j'appuyais, je repartais. Et des gels aussi par moment, un peu pour me donner du boost. Alors, durant cette traversée, est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir plus marqué de difficulté ou de satisfaction ou de... Parce qu'on n'en sort pas indemne, j'allais dire. Il se passe toujours quelque chose, quoi. Non, c'était très chouette. J'ai plein de souvenirs, en fait. Parce que donc, il y a eu, même ces 9 premières heures où j'ai été malade, c'est peut-être la période où je suis la plus fière, en fait, de cette traversée. Parce que de se dire, ouais, t'es capable de continuer d'avancer alors que t'étais en train de faire des malaises, quoi. Et limite de partir en inconscience. Donc, voilà, j'étais fière du travail qu'on avait accompli avec mon préparateur physique et mon préparateur mental et mon équipe qui a assuré. Ensuite, au bout de ces 9 heures, j'ai senti mes yeux qui se fermaient tout seuls. Et là, je me suis dit, voilà, je suis en train de m'endormir. Mon corps continuait d'avancer. Par contre, je sentais mes yeux comme quand tu es malade et que tu n'as pas été bien et ton corps, il a juste envie de s'allonger, de dormir et que tu le laisses tranquille. C'est paradoxal d'ailleurs. Hein. Bah ouais, le corps lâche en fait. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire croire à mon corps que je dors. Donc, je suis partie en état sophroliminal qu'on avait travaillé en prépa mentale. J'ai nagé les yeux fermés et j'ai fait croire à mon corps que j'étais dans mon lit, enroulée dans ma couette. Comme ça, quand j'avais des cours en froid, j'avais pas froid. Tout en continuant à nager. Ouais. Et j'ouvrais les yeux juste quand je respirais à gauche pour voir le bateau et pour pas me prendre le bateau, que pas le bateau vienne sur moi. Pendant 2 heures, j'ai fait ça. Et au bout de 2 heures, j'avais la patate. Et je suis repartie comme si c'était rien passé. D'accord. Vous êtes parti à quelle heure le matin ? 6h46, heure anglaise. 6h46 et vous êtes arrivé donc... à 2h20 du matin. 2h20. Ça se passe comment là le jour ? Vous partez de nuit ? Non, là, je suis partie de jour du coup. Il faisait jour ? Je suis partie de jour, ouais. On a fait pratiquement toute la traversée de jour. Après, au milieu, on a vu des trucs de dingue. On voyait des gros porte-conteneurs qui passaient, des ferries, c'était juste splendide. Puis arrivé vers la France, la nuit a commencé à se coucher. Et là, j'étais prise dans le courant que les pilotes appellent le cimetière des nageurs. Parce qu'en fait, c'est un courant qui est au niveau du Cap Griné. Et là où on est censé arriver, mais si la marée n'est pas bonne, en fait, on peut faire du surplace, reculer. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'étais à 2 km de l'arrivée et j'aurais pu arriver en 3 heures, en 6 heures. Non, 3 heures. 2 km. Qu'est-ce que je raconte ? 2 km. Non, n'importe quoi. J'étais à 6 km de l'arrivée et donc je pouvais arriver en 2 heures. J'ai bien qu'il y avait un truc. Et en fait, j'ai nagé 6h30 de plus parce que le courant était tel que j'étais décalée vers la droite. Et là, faut pas lâcher parce que tu vois la côte française qui avait des lumières. Là, vous avez les repères, là. Là, je voyais la France, ouais. Mais par contre, on a eu un super lever de pleine lune rousse juste à ce moment-là. En fait, j'ai été déportée en courant et là, on a vécu tous un moment de dingue. C'est comme un lever de soleil, sauf que c'était une pleine lune rousse qui s'est levée sur la côte française. Et ensuite, on a mis 1 heure pour réussir à que le bateau tourne pour pouvoir repartir. Et là, on m'a dit, tu prends le Cap Griné. Il y a un sémaphore avec un phare. Et là, il y avait ma famille, mes enfants, des amis qui m'attendaient là. Sauf qu'en fait, le courant était tellement fort qu'on est passé j'ai nagé à plus de 6 km/h. Je nage pas du tout à cette vitesse-là, normalement. Et en fait, ils ont vu le bateau partir comme ça, là. Ils s'est dit, mais elle va où, quoi ? Oui. Et je fais, on a loupé le Cap Griné à cause du courant. Et là, moi, je le savais, parce que je m'y étais entraînée. Je savais que potentiellement, je pouvais nager encore 4, 5 heures, 6 heures, alors que j'aurais dû être arrivée. Donc là, vous aviez conscience de ce déport ou cette ouais, bah oui, tu le vois. Et vous vous dites quoi dans ces cas-là ? Tu te dis rien, en fait. Si tu commences à te dire vous que t'en as réfléchissez marre, pas. Vous pensez pas. Il faut pas, parce que sinon, il y en a plein qui abandonnent là, parce que justement, tu vois bien que tu as la côte en face, et tu n'y arrives pas à la côte, en fait. Tu t'es déporté un coup à droite, tu t'es déporté un coup à gauche, et même quand on te dit tu vas au Cap Griné, tu vois bien que tu es en train de le passer, le Cap Griné, et que tu n'es pas du tout vers il faut faire abstraction de tous ces éléments. C'est toute la force du travail en prépa mentale, en fait. C'est de se dire, à un moment donné, s'il y a le cerveau qui part, par exemple, moi je m'étais rendu compte quand je commençais à avoir des pensées parasites qu'il me fallait au moins 4 éléments pour ne pas avoir ces pensées parasites. Donc par exemple, je comptais tous mes ravitaillements. Donc par exemple, si j'étais sur le ravitaillement 5, j'étais à 5. Je me concentrais, donc je savais que si j'ai passé mes 10 doigts, ça me faisait 10 ravitaillements, donc ça me faisait 5 heures. Donc ça me mettait un repère de temps. Et donc, je me concentrais sur mon pouce. Donc, j'étais à 5, je me concentrais sur mon pouce. Et en plus, je me concentrais sur l'expiration quand je soufflais dans l'eau. Et je calais mes mouvements de bras là-dessus. Donc, ça me faisait 3 éléments. Sur ces 3 éléments, je sentais que j'avais encore une pensée qui arrivait. Je chantais dans l'eau. Ah oui. Et avec 4 éléments, j'arrivais à biaiser toutes les pensées parasites qui pouvaient arriver. Et le fait de me dire, c'est bon, j'en ai marre, ça fait 6 heures qu'on nage à côté de la côte et qu'on n'arrive pas en France, quoi. Là, donc, c'est parce que vous avez eu affaire à une équipe très performante de préparateurs.
mental, physique. Il y a d'autres domaines de préparation Déjà, j'étais pas toute seule. J'étais bien entourée. Contrairement à 2022, j'avais plein de gens bienveillants autour de moi et ça, c'est une force. J'avais mes enfants qui étaient là aussi, qui n'étaient pas là en 2022, notamment mon fils aîné qui m'avait écrit une lettre. Qui m'a dit tu la lis juste avant de partir. Bon, heureusement, je l'ai lu la veille parce que c'était un peu chargé en émotions. Et dessus, il avait écrit une phrase et il avait indiqué on t'attend, maman, on t'attend. Et cette phrase, je l'ai eu en tête tout le long. C'est un moteur, ça. Maman, on t'attend. Du coup, il n'y avait même pas de sujet en fait. Même quand j'étais mal, même si je pouvais en avoir marre, je savais que j'arriverais en France en fait. Donc il y avait, il y a mes enfants qui ont été très présents pendant la prépa, qui étaient là sur le défi. Moi, je savais que j'avais besoin d'avoir des gens qui m'attendaient sur la plage. Et oui, au niveau de la prépa physique, Nino Fraghella, mon préparateur physique, il a fait un boulot de dingue. J'étais extrêmement bien entraînée. Je suis arrivée à 18h24 sur la plage, j'avais la patate. Je suis arrivée, je sautais, je courais. Vous n'en aviez pas assez. Non, on s'était entraîné pour que je puisse nager bien plus en fait. Donc il a fait un boulot extraordinaire. Ça a été dur, les 9 mois de préparation, mais le résultat a été au-delà de nos espérances. Et Luc Gégère, qui était avant sur Lunel d'ailleurs, qui m'avait enlevé ma phobie des méduses grâce à sa méthode NERTI, et qui a fait tout ce travail en prépa mentale qui était indispensable parce que sur ce genre de défi, c'est 80% dans la tête et 20% dans les bras, quoi. Donc sans eux, et puis les gens qui étaient sur le bateau, ce qu'il faut dire, c'est que je les voyais, ils étaient beaux, quoi. Ils étaient là, ils ne me lâchaient pas du regard, ils m'encourageaient tout le temps. Je savais que s'il y avait un problème, ils apportaient une réponse. Ils étaient bien coordonnés, ils souriaient, c'était la fête sur le bateau en fait. Donc, Là, vous parliez de méduses, mais vous aviez envisagé d'autres rencontres Non, parce que j'ai pas de peur en fait particulière. Parce que avec la Manche quand même, c'est pas la Méditerranée. Hein. Ouais, je pense qu'on rencontre même plus de choses dans la Méditerranée que dans la Manche. Ah ouais. Parce que tout s'est déporté, on ne trouve plus les mêmes choses. Ouais, non. Après, moi, j'ai pas le peur de ce qu'il y a la phobie, je sais pas, s'il y a des requins, pas de requins. Ouais, je savais qu'il n'y a pas de requins. En fait. Une phobie quelconque, je sais pas. Non, j'avais la phobie des méduses. Un cétacé. Il y avait des phoques, hein. Ouais. On croise des phoques. Vous les voyez Quand je me suis entraînée à Calais, il y en a une fois qui m'a sauté dans le bas du dos comme ça. Je fais c'est quoi? J'ai cru que c'était un poisson qui me sautait dessus. Puis après, ça vient me taper dans l'épaule. Je me dis, non, mais c'est quoi? Et là, je m'enlève. Il vous accompagnait? Mais il venait jouer en fait. Alors c'est pas pendant la traversée, mais j'ai vu sa petite tête là, qui était à 2 mètres de moi. Je suis détends-toi là. Alors vous avez fait cet exploit pour vous rattacher à une cause qui vous est chère. Racontez-nous pourquoi. En fait, une des raisons pour laquelle j'ai retenté la Manche cette année, c'était pour parler de ce que je fais depuis plus de 20 ans, qui est d'œuvrer pour les personnes polyhandicapées, celles qui se vivent en structure collective, mais pas que, et qui ont une pluralité de handicaps, que ce soit des enfants, des adultes. Et je me rends bien compte depuis une vingtaine d'années que parler du handicap, c'est pas funky, ça fait pas rêver. En général, on n'a pas forcément envie de nous écouter quand on parle de ça. Par contre, on aime bien entendre parler de la Manche. Donc l'idée, c'était de se dire, pour pouvoir sortir de l'isolement relationnel et de la mort sociale, ces enfants, ces adultes qui sont en situation de handicap, ces personnes âgées dépendantes qui vivent en structure, de pouvoir aller mobiliser des entreprises pour pouvoir créer des événements entre les collaborateurs et ces personnes qui sont accueillies en structure, et du coup les sortir de l'isolement relationnel et de la mort sociale. Et pour pouvoir aller toucher les entreprises, faut trouver un moyen un peu funky, un peu sympa. Il faut de la visibilité. C'est ça. Et quand on a créé donc, Envie de Sens il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Sarlat, qui est le directeur de la région sud de Veolia Eau, et qui lui a cru en le projet d'Envie de Sens, qui a cru aussi en la Manche, puisqu'ils ont été sponsors pour la Manche, mais ils ont été aussi les premiers à aider à mettre en place ce qu'on appelle les Inclusive Cup, donc ces journées qui mettent en lien des collaborateurs d'entreprise avec des enfants des écoles et des personnes qui sont accueillies en structure collective. Et on a pu voir que ça fonctionnait, en fait, que le lien se créait, et que surtout, ce qui était intéressant à voir, c'était que les collaborateurs avaient l'envie de maintenir le lien avec les personnes qu'ils avaient rencontrées. Malgré le fait qu'au départ, ils avaient des a priori parce qu'ils avaient peur de mal faire ou de faire mal. Donc c'était un peu repartir dans la Manche, c'était pour pouvoir en parler, pour transmettre d'ailleurs ce que j'ai vécu dans la Manche, qui est juste extraordinaire, parce que tout le monde ne fait pas la Manche, ne traverse pas la Manche. On peut faire la Manche, mais sans nager, c'est autre chose. C'est une autre histoire, oui. pas plus facile, je pense. Mais en tout cas, le plaisir de transmettre et de partager ça au travers des conférences me permet ensuite d'essayer de mutualiser les collaborateurs des entreprises pour qu'ils participent aussi à ces Inclusive Cup,
Et l'objectif, voilà, c'est de mettre en lumière des personnes qui sont invisibles aux yeux de la cité, qu'on ne voit pas, qui ont l'impression de ne pas exister parce qu'ils ne se sentent pas utiles. Et le fait voilà, de pouvoir promouvoir les Inclusive Cup et toutes les autres voilà, organisations qu'on met en place, ça leur permet d'avoir une place dans la société et puis surtout de créer des liens et des ponts entre deux mondes qui ne seraient jamais rencontrés. Bien sûr. Je pense que vous aviez des projets, donc tant pour aider un jeune garçon dont on a parlé, ça je pense qu'on peut en parler aussi. Et puis après, vous, nouveau défi sportif éventuellement. Je ne sais pas ce que vous avez pris. Bah oui, parce que c'est toujours pareil, vous savez, quand on arrive à un niveau, on se dit pourquoi pas aller plus haut, quoi. Mais bon. Donc ce jeune garçon. Raphaël Martinez, donc en fait c'est un Lunélois qui est au lycée Victor Hugo, qui était dans la classe de mon fils en 6e au collège Ambresomme. Et ce jeune homme est en situation de handicap. C'est un jeune homme qui est brillant, il a déjà monté sa société alors qu'il n'a que 17 ans. Il fabrique des serveurs, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas tout compris ce qu'il fait, ce n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, ce jeune homme, il a besoin d'un fauteuil électrique pour être autonome, mais surtout d'un fauteuil électrique qui se verticalise. Et pour sa santé, mais aussi s'il doit attraper quelque chose dans un placard ou autre. Sauf qu'en fait, ce fauteuil, il coûte 36 000 € et que la base de remboursement n'est pas bien élevée. Un film. Et donc l'idée, c'est d'aider sa maman à trouver les 30 000 € nécessaires, en fait, qui lui restent à charge, et encore, il lui reste à charge encore un peu plus. Donc Raphaël avait mis en place une cagnotte, mais qui ne marche pas forcément bien. Actuellement, les cagnottes, c'est un peu compliqué. On a eu la chance d'avoir AXA qui a reversé 2 000 € via une autre de mes associations en vol pour servir le projet d'achat du fauteuil de Raphaël. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aussi justement organiser une conférence pour parler de la Manche, pour partager finalement de façon plus longue et plus approfondie ce qu'on est en train de voir ensemble là. Et puis d'amener finalement les gens qui viendront sur cette conférence, au lieu de payer un ticket d'entrée, de faire un don qui est déductible des impôts, qui permettra de pouvoir contribuer à acheter le fauteuil de Raphaël en espérant qu'on arrivera aux 30 000 €. Et bien donc la question qui revient, la prochaine fois, quel est le défi? Normalement Gibraltar. Le détroit de Gibraltar, j'attends la réponse du créneau, mais ça n'a pas été encore réalisé par une Française. Donc ça serait le détroit de Gibraltar en août 2026. Ça représente des difficultés différentes ou... Ouais, il y a des orques qui se baladent là en ce moment. Ah oui, dans la Manche, il y en a peut-être moins, oui, tout à fait. J'ai un ami qui n'arrête pas de m'en parler. Bon, moi je fais abstraction de ça. Non, mais avec votre préparation mentale, vous ferez fi des orques comme vous. La vérité, c'est qu'en effet, ça ne me perturbe pas plus que ça. Ouais. Bon, bref. En fait, la distance est plus courte. Il n'y a que 18 km. Par contre, il faut nager plus vite. Parce que sinon, le courant nous renvoie... D'où vous venez. Ouais, voilà. Donc, si on nage à moins de 2,5 km/h, on n'atteint pas les côtes du Maroc. Donc, voilà, c'est nager plus vite, plus de puissance aussi parce que ça remue. Il y a plus de houle dans la Manche. J'ai eu la chance, qui arrive rarement, mais j'avais eu des conditions juste fantastiques. Une mer d'huile? Ah ouais, pratiquement tout le long. C'était magique. C'était, moi, mes conditions idéales pour moi. Et Gibraltar, voilà, ça va remuer. Les mêmes conditions d'accompagnement Non, c'est différent parce que c'est plus court. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une aussi grosse équipe. C'est pas la même logistique, c'est pas la même préparation. Je vais avoir moins d'entraînement, la prépa mentale elle est déjà bien ancrée. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu en prépa mentale. Après, ça se transpose dans tous les... D'accord, c'est pour l'année prochaine ça? Ouais, normalement au mois d'août, si on trouve les sponsors aussi. Donc, une fois que vous l'aurez fait, vous reviendrez nous voir? Bah oui. Bon, on se verra avant pour Raphaël, bien si sûr, on arrive à lever les fonds pour Raphaël. Donc il y a une tradition, avant de terminer cet entretien, c'est de vous adresser à la caméra et puis de passer un message si vous en avez envie ou parler aux téléspectateurs, leur demander peut-être quelque chose ou les inviter à rejoindre les inviter à boire l'apéro, c'est ça? Pas forcément l'apéro, mais participer d'une façon ou d'une autre. Ouais, en fait, là, sur les Inclusive Cup qu'on organise, donc on a fait Narbonne, Agde et bientôt Nîmes, l'idée, ça serait quand même de pouvoir l'organiser aussi sur Lunel, donc de pouvoir mobiliser les entreprises du territoire de Lunel pour les structures médico-sociales qui sont sur le territoire. Donc voilà, s'il y a des entreprises qui ont l'envie de pouvoir participer à ces journées qui sont franchement pleines de vie, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Voilà, c'était Cindy Le Faller, notre championne qui a traversé la Manche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on se retrouvera prochainement, je pense. Voilà. Ça marche. Les Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.